Bonjour à tous. J'accueille donc nos invités. D'abord Agnès Benassi-Kéry, qui est professeure à la Paris School Economics et qui est présidente de l'Association française de sciences économiques. Bonjour. Yves Bonnefond, vous êtes le directeur général de la marque DS, membre du comité exécutif de PSA et en charge de la stratégie. Simon Evnet, vous êtes professeur de commerce international et de développement économique à l'université de Gall en Suisse et vous êtes également le coordinateur du Global Trade Alert. Et enfin, Benjamin Revskolevski, directeur général de Fujitsu France. Alors évidemment, bonjour à tous. La question qu'on se pose aujourd'hui, compte tenu de ce qui nous a été annoncé par Julien, compte tenu des risques envisagés et surtout de la montée des protectionnismes, mais également en raison des transformations technologiques, la question est de savoir comment effectivement les chaînes de valeur des entreprises sont affectées et qu'est-ce que ça change. Alors, peut-être vous, Agnès, qui avez une vision, je dirais qu'il y avait du recul, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord, quel est le facteur de changement le plus profond qui, finalement, modifie le plus les chaînes de valeur? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est la montée des risques et en particulier le protectionnisme? Bon, question difficile. Je vais peut-être commencer par quelques éléments un peu macroéconomiques. Si on regarde tout simplement le rapport entre les exportations mondiales et le PIB mondial, ce rapport était de l'ordre de 10% en 1960, il est monté jusqu'à 30%, et ensuite il s'est stabilisé, voire il a légèrement diminué. D'ailleurs, la fin de la présentation précédente montrait que peut-être le commerce allait croître moins vite que le PIB mondial, mais depuis quelques années, en fait, la divergence entre les deux s'est arrêtée. Et ce qui veut dire que, on connaît la fin de la fragmentation toujours plus poussée des chaînes de valeur. Puisque le numérateur, en fait, il est en brut. Donc, si vous échangez des pièces, ça fait monter le numérateur sans nécessairement faire monter le dénominateur de ce ratio. Et là, ce mouvement s'est arrêté. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément qui est important à prendre en compte, si on refait la même chose, mais maintenant sur le commerce européen, intra-européen. Et donc là, on voit que ce rapport entre exportation et PIB a diminué, en fait, jusqu'à 2013. C'est-à-dire que le commerce des pays de l'Union européenne était plus dynamique avec des pays hors Union européenne qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Eh bien, ce mouvement s'est renversé. C'est-à-dire que ce ratio réaugmente depuis 2013. Donc on a à la fois un arrêt de la fragmentation toujours plus poussée des chaînes de valeur et une régionalisation des chaînes de valeur. C'est vrai en Europe et c'est vrai dans d'autres régions du monde. Les accords régionaux, d'ailleurs, sont toujours aussi dynamiques, donc ça va toujours dans le même sens. Alors, le Conseil d'analyse économique récemment a parlé de dimension assurantielle des accords régionaux, et je trouve que c'est une très bonne image. Si on regarde un cas concret qu'on a devant nous, qui est le Brexit, les évaluations de l'impact du Brexit sur l'économie britannique divergent, mais enfin, c'est toujours négatif. Et ça va de 2% à 10%, moins 2% sur le PIB par habitant à long terme, jusqu'à moins 10% dans un cas catastrophique et toujours à long terme, donc à peu près x3, x4. En fait, le 2-3%, c'est des évaluations avec des outils habituels des économistes du commerce qui sont relativement statiques. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que le Conseil d'analyse économique a aussi fait des calculs sur qu'est-ce que donnerait une guerre commerciale totale pour l'Union européenne. Donc total, ça veut dire seule l'Union européenne reste un havre de paix commerciale et les droits de douane augmentent. Alors là, le chiffre va vous effrayer, de 60 à 60% en moyenne dans le reste du monde. On pourra revenir sur ce chiffre. Et donc ça fait une perte pour l'Union européenne de l'ordre de 4%. Ça, c'est le chiffre statique. Il faut multiplier par 3 si on veut tenir compte de tous les effets dynamiques qui sont présents dans un certain nombre de travaux. Si maintenant la guerre est limitée, c'est-à-dire que l'Union européenne préserve ses accords avec ses 40 partenaires hors UE, la perte n'est que de 3%. Donc c'est un écart de 1%, vous multipliez par 3 pour obtenir les effets dynamiques qui ne sont pas présents dans ces études, eh bien vous obtenez 3%. Donc c'est un peu une mesure concrète, c'est des ordres de grandeur bien évidemment, il ne faut pas les prendre à la lettre, c'est des ordres de grandeur, mais pour vraiment donner l'image des accords régionaux dont la valeur augmente maintenant que le monde est devenu plus risqué en termes de droits de douane. Alors, dernier point, est-ce que la monnaie peut nous protéger? Donc, on lit des discours assez rassurants qui disent, eh bien, c'est pas très grave tout ça, les États-Unis mettent des droits de douane, certes, mais ça va faire s'apprécier le dollar.
Il y a des mécanismes sur lesquels je ne viens pas. Et donc, il ne faut pas trop s'inquiéter, puisque finalement, le dollar va s'apprécier. Donc, ce qu'on a perdu en compétitivité sur le marché américain d'un côté, on va le regagner de l'autre côté. Alors, ce raisonnement s'appuie sur ce qu'on appelle la symétrie de Lerner, qui dit que déprécier de 10% sa monnaie, c'est comme mettre un droit de douane de 10% aux importations, combiné à une subvention à l'exportation de 10%. En réalité, donc j'ai fait des travaux de recherche sur le sujet, et en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les droits de douane, c'est 3 fois plus nocif pour le commerce que le taux de change. Et donc, le rapport, c'est plutôt 10%, 30%. Si vous voulez compenser 10% de droits de douane aux États-Unis, il faut que votre monnaie se déprécie de 30% et non pas de 10%. Donc là, c'est ce qui veut dire qu'il faut s'inquiéter. D'autant plus que, finalement, le taux de change modifie tous les prix de manière proportionnelle, alors qu'on sait bien que les guerres commerciales, ça touche les produits pas au hasard. Et donc, il peut y avoir des non-linéarités que moi, je ne prends pas en compte. Et par ailleurs, les États-Unis, en dehors de leur politique commerciale, ont également une politique budgétaire. Et donc, il se pourrait qu'à un certain moment, les marchés financiers commencent à paniquer sur le dollar et que le dollar baisse en réalité. D'autant plus que si on s'achemine, et peut-être on en parlera plus tard parce que j'ai déjà trop parlé, une multipolarisation du système monétaire international, c'est-à-dire que le dollar ne va pas rester la monnaie clé dominante pour l'éternité. Un jour, le système va se diversifier. Il y a le yuan qui a ses propres problèmes, et il y a l'euro qui a également des problèmes, mais peut-être pas pour toujours. Et donc, la question pour nous, Européens, stratégiquement, c'est qu'à long terme, on sait que ce serait stabilisant, et ce serait aussi bon pour la souveraineté des Européens, d'avoir une monnaie internationale, mais il y a une période de transition un petit peu difficile à négocier, avec un risque que pendant la transition, le dollar baisse, ce qui ne ferait pas nos affaires à court terme. Alors, pour les Européens, justement, est-ce que l'euro protège l'Europe ? L'euro protège l'Europe dans la mesure où, quand les choses vont mal en Europe, l'euro baisse et donc ça nous protège. L'euro protège aussi l'Europe, les pays les uns vis-à-vis des autres. Il n'y a pas de guerre d'échange à l'intérieur de l'Europe, ce qui est un gain énorme en fait. Quand l'Europe subit une crise qui touche tous les pays en même temps, il y a une coordination de fait de la politique monétaire, vu qu'il n'y a qu'une seule politique monétaire. Et vous voyez la montée du yuan arriver à peu près au niveau du dollar ou de l'euro, à quelle perspective on est en termes d'une génération, 25 ans, 10 ans? Parce qu'il y a quelques années, on avait dit, ça y est, la Chine est la maître du monde. Oui, tout à fait. Et pourtant, ça ne s'est pas produit. Alors, la Chine a pris des mesures pour internationaliser le yuan. Le problème, c'est que ça ne peut pas aller très loin tant qu'il n'y a pas une ouverture complète du compte financier. Parce que la Chine ne peut pas simplement... pour internationaliser sa monnaie, il faudrait qu'elle puisse vendre ses actifs au reste du monde en yuan. Mais pour que tout ça s'équilibre comptablement, il faudrait que les Chinois aient plus de possibilités d'acheter des actifs étrangers. Donc pour donner une perspective sinon ça marche pas. À nos auditeurs, c'est quelle perspective, quelle durée à peu près pour que le yuan devienne une monnaie globale comparable à l'euro ou au dollar? J'ai du mal à vous répondre parce qu'on était parti assez fort et puis il y a eu un certain recul. Oui. Et en fait, dès que la monnaie commence à bouger beaucoup, évidemment ça va ensemble, les autorités tentent à se raidir. Et il y a aussi une question de protection des droits, l'état de droit, de progression de ça. Et donc, mais je pense que d'ici 20 ans, je ne vois pas que le yuan ne soit pas une monnaie internationale. Très bien. On va prendre un cas d'école, l'automobile. On a vu dans les prédictions tout à l'heure de Julien que l'automobile en Chine en particulier allait subir une baisse, un trou d'air qui caractérise l'ensemble de l'économie chinoise. Alors vous, comment le protectionnisme, comment les changements technologiques affectent vos chaînes de valeur? Comment vous réagissez? Je rappelle que vous êtes le directeur général de la marque DS et membre du comité stratégique de PSA. Écoutez, d'abord, l'industrie automobile est une industrie qui est extraordinairement mondialisée. Et donc, évidemment, on est aux premières loges. Dans le cas de DS, qui est une jeune marque, puisque je rappelle ici qu'on a créé la marque DS en 2015, donc c'est une marque automobile toute jeune. Tesla, qui fait figure de start-up automobile, a été créée en 2005, il y a déjà 15 ans. Nous, on est une marque qui a 4 ans. On vient de lancer notre première voiture de nouvelle génération, DS7 Crossback, qu'on commercialise actuellement dans 32 pays. Et rien que l'année dernière, on a ouvert 14 nouveaux pays. Donc on est en plein dans ce mouvement d'internationalisation qu'on évoque ici. Historiquement, l'industrie automobile, en fait, s'est constituée autour de plaques régionales
qui offrait des zones douanières de libre-échange. On peut citer l'Europe de l'Est avec l'Europe de l'Ouest, une zone plutôt low cost de production en Europe de l'Est avec des marchés plutôt à l'Ouest. Même cas entre les États-Unis et le Mexique, une zone douanière ouverte. Et donc les droits de douane pour nous, c'est l'ordre 1. En fait, déplacer des voitures dans le monde, l'ordre 1, ce sont les droits de douane. Ce qui, évidemment, dans le monde assez dynamique dans lequel nous vivons, en matière de droits de douane, nous fait la vie assez compliquée. Et donc, ça nécessite, je dirais, toujours plus de performance industrielle pour être capable, en fait, d'absorber tous ces effets qui viennent en fait taper notre business. Et donc notre approche à nous, elle est extrêmement simple en fait. Elle est de concentrer notre production pour ce qui est de DS en tout cas sur 2 pôles mondiaux. La France qui produit pour l'ensemble du monde et la Chine qui produit pour la Chine. La France produisant pour le monde hors Chine. Ça répond, je dirais, à la philosophie de la marque, qui est finalement la raison pour laquelle on a créé DS Automobile, c'est d'incarner les savoir-faire français du luxe dans l'automobile. Partout dans le monde, si vous demandez à quelqu'un de vous citer une marque de luxe, il est probable qu'il vous citera une marque française, Hermès, Chanel, Vuitton, etc. Sauf évidemment dans l'automobile, où on va vous citer probablement une marque allemande. Et donc nous, on prend le pari de dire, nous les Français, on est capables de faire des automobiles haut de gamme, on est capable de les produire en France pour le monde entier. Et quand on fait ça, en fait, on exploite ces savoir-faire qui sont extrêmement riches en France. On travaille par exemple avec des maisons comme Focal en matière de hi-fi ou BRM qui fait des montres de très haute qualité et très sophistiquées. Et donc on doit être capable d'irriguer en fait avec nos chaînes de valeur dans l'ensemble du monde. Et ça nécessite d'être extrêmement flexible. D'abord sur les prix de vente. On voyait tout à l'heure le ticket de bus d'Argentine qui va augmenter de 40% d'ici le mois de mars. Là, ça veut dire que nous, on va augmenter aussi nos prix d'automobile. Et donc, on est obligé de gérer nos prix. Aujourd'hui, en Argentine, je gère mes prix pratiquement à la journée. Et donc, on est capable de dire demain, une DS7 Crossback vendue en Argentine, ça sera plus cher demain que ça n'était hier. Alors on essaie de le faire plutôt à la semaine qu'à la journée, mais on suit ces choses-là à la journée. On a également, bien sûr, la technologie qui est extrêmement importante et qui vient, là aussi, être, au-delà même des droits de douane, en fait, une arme compétitive pour beaucoup de pays. L'industrie automobile est en train de passer à travers une transition incroyable qui est l'électrification. Sous la pression, je dirais, d'abord des réglementations, finalement, plus que des demandes clients, même si les voitures électriques sont très agréables à conduire. Et ça conduit à une augmentation, bien sûr, du contenu de la voiture en termes de batterie. Et aujourd'hui, la Chine a fait le mouvement, le choix, en fait, d'une électrification rapide de son marché automobile et pousse beaucoup dans cette direction. Et ils le font tout simplement parce que la Chine est un producteur de batteries mondial extrêmement puissant avec son voisin la Corée. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est, je dirais, préoccupant pour nous en tant qu'industriels parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas doté en Europe de capacités de production de batteries qui nous permettent, dans cette zone douanière européenne que j'évoquais tout à l'heure, de trouver des sourcings de batteries en quantité et à des prix qui soient ce dont on va avoir besoin ou ce dont on anticipe qu'on aura besoin dans ces prochaines années. Et donc, au-delà, je dirais, de l'aspect douanier lui-même, aujourd'hui, on a un certain nombre de challenges technologiques que nous allons devoir relever en Europe, tout simplement pour être capable de mettre sur le marché les technologies en matière d'électrification, de conduite autonome dont nous avons besoin pour avoir et conserver nos positions de leader mondial dans nos domaines. En matière de conduite autonome, c'est un peu différent parce que là, la France en particulier a pris, je dirais, d'une certaine manière, le virage de l'intelligence artificielle. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre de groupes mondiaux investissent en France dans ce domaine, et donc ça, c'est plutôt une force. Et donc ce challenge, pour nous, en tant que constructeurs automobiles, de mondialisation, il est dans un double effet, la capacité à absorber les chocs technologiques qui traversent l'industrie actuellement en les localisant dans nos zones de production pour éviter de se trouver avec des chaînes de valeur qui soient trop exposées aux risques qu'on évoquait tout à l'heure. Et d'autre part, à partir du moment où on souhaite, je
je dirais, exprimer ces savoir-faire français, et là c'est vraiment le cas particulier de DS, c'est une capacité à gérer en dynamique les risques de change, les risques douaniers qu'on voit se matérialiser au quotidien. Alors, 2 questions sur DS. Est-ce que vous avez réussi finalement à faire que DS soit identifié comme une marque de luxe française avec toutes les autres que vous avez citées ou pas encore? Alors, vous savez, il faut 15 ans pour créer une marque automobile. Je vous disais tout à l'heure, Tesla, qui fait figure de start-up, c'est créé en 2005. Lexus, Infiniti, on a l'impression que c'est de nouvelles marques dans le paysage automobile. Lexus, c'est la marque haut de gamme de Toyota. Toutes les deux créées aux États-Unis en 1989. Ça fait ça fait faire 30 ans. Donc, vous voyez, il faut du temps. Notre grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, en France, DS7 Crossback, qui est notre première voiture de nouvelle génération, eh bien, au mois de janvier, là, c'est la voiture premium la plus vendue en France, devant les Allemands, les Japonais, toutes les marques haut de gamme. C'est le seul pays au monde où c'est le cas, je vous rassure. Mais on a bon espoir, bien sûr, de progresser. La marque progresse. Au Japon, on a fait une progression de plus de 30% au deuxième semestre de 2018. En Turquie, dans le contexte extrêmement difficile qui était évoqué tout à l'heure, on a lancé DS7 Crossback en juillet. Et au deuxième semestre, on a fait 70% de croissance. J'ai été lancé personnellement DS7 en Malaisie au mois de décembre. On a lancé Singapour là en janvier. Et donc, vous voyez, le développement international est en marche et le positionnement de la marque est clairement au niveau de nos concurrents, que ce soit en matière de technologie, puisque aujourd'hui nos voitures sont, je dirais, plus technologiques que leurs concurrentes allemandes, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et puis, elles sont également en termes de positionnement prix. Aujourd'hui, on est positionné parfaitement en face de nos concurrents allemands et nos clients sont prêts à payer ce prix-là pour acheter une DS. Donc, on en est très fiers. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est l'époque est plus favorable au lancement d'une marque mondialisée, entre guillemets, que justement il y a 20 ans ou il y a 30 ans pour Tesla ou pour Lexus dont vous parliez? Alors je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans le bon timing, parce qu'en fait l'industrie passe à travers ces bouleversements technologiques que sont l'électrification et la conduite autonome, et nous on peut se créer directement en fait comme une marque du futur. Et donc aujourd'hui toutes nos voitures sont électrifiées, soit en hybride, soit en pur électrique. Toutes nos voitures ont une conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire que sur l'autoroute, la voiture vous emmène, elle se garde dans sa voie, elle prend les virages, etc. Vous êtes obligé de rester attentif parce que c'est la loi aujourd'hui, mais en réalité, la voiture vous conduit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire dans un autre temps technologique. L'autre élément qui nous aide en ce moment, c'est la digitalisation. Et on a fait le choix pour la distribution de DS d'adopter des showrooms qui sont des showrooms de petite taille, 250 mètres carrés, par rapport à des cathédrales automobiles qui ont pu être construites à la fin des années 80. Et ça nous a permis de développer notre réseau à un rythme très important, puisque l'année dernière, on a ouvert à peu près un point de vente dans le monde tous les 2 jours. Et on va continuer en 2019 sur ce rythme d'un point de vente tous les 2 jours. Et à terme, le marché hors France sera plus important que le marché français? Oui, c'est le cas. Déjà aujourd'hui, on vend à peu près 35% en France, 65% hors de France. Mais on vend par contre à peu près 80% en Europe, 20% hors d'Europe. Et donc pour nous, l'année 2019, c'est une année bien sûr de développement international pour augmenter considérablement la part de nos ventes hors Europe. Merci. Alors, autre exemple avec Fujitsu, et après, on verra avec le professeur Evenet qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de tout cela. Autre cas d'école, dites-nous un petit peu quelques mots de Fujitsu, tout le monde connaît, mais bon, nous avons l'automobile, vous, ce sont les technologies, les nouvelles technologies, les services. Alors, comment vous faites face à cette révolution technologique et aux risques protectionnistes? Merci Ulysse. Bon, Fujitsu, je rappelle, c'est un groupe japonais donc de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 150 000 personnes dans le monde. C'est l'un des leaders mondiaux donc, du numérique en B2B. Et donc Fujitsu a décidé il y a 1 an et demi donc, d'investir 50 millions d'euros en France en créant donc, son centre d'excellence en intelligence artificielle justement à Paris-Saclay au cœur de l'école polytechnique. Alors je viens évidemment porter un témoignage ici. On est le 5e acteur des services informatiques au monde. Le marché des services se développe très fortement. On parle de chaîne de valeur mondiale. Je lisais cette semaine encore une étude de McKinsey sur la globalisation qui montre que la part des services finalement, dans les exportations maintenant est presque aussi grande que la part des produits et que la croissance depuis une quinzaine d'années des services dans les exportations est de plus de 60% plus rapide que celle des biens. Et dans cette dynamique des services, ce qui est intéressant, c'est que
on remet l'humain au centre aujourd'hui. Quand on développe des services dans le B2B, on a besoin de mettre l'humain à nouveau au centre de ce qu'on développe. Et quand on parle d'humain, à ce moment-là, on a besoin de co-créer avec nos clients. Et quand on co-crée, on a besoin de se rapprocher de ses clients. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, typiquement, ce qu'on ouvre, quand on crée un centre d'excellence ici en France, on se rapproche. Mais c'est curieux ce que vous dites, parce qu'on a toujours le sentiment que plus il y a de robots, plus il y a de technologie, moins on a besoin d'humains et qu'on a de moins en moins d'interlocuteurs. Dans les services, aujourd'hui, bien sûr, il y a de la technologie, mais on a besoin d'avoir l'humain. Quand on développe aujourd'hui des services pour détecter la fraude dans les supermarchés, avec un grand retailer en France, on a besoin de travailler au quotidien avec les équipes, nous à Saclay, et les équipes de notre client. Ça ne peut pas se faire à distance. Quand on co-crée aujourd'hui, il faut être physiquement à côté. Cette co-création, on a mené une étude l'année dernière sur 1600 dirigeants à travers l'Europe. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 63% d'entre eux engagent des projets de co-création dans le digital et dans la transformation numérique. 40% de ceux-là le font avec leurs clients. Donc on fait aujourd'hui de la co-création, non pas qu'avec des partenaires techno, mais avec ses propres clients. Et 80% d'entre eux disent aujourd'hui, je suis prêt à partager des infos sensibles avec mon partenaire dans le cadre de ces projets. Donc la co-création aujourd'hui, c'est une réalité et elle amène à se rapprocher de ses clients. Quand on parle d'habitude de chaîne de valeur, on parle souvent d'économie d'échelle, de droits de douane, mais là en fait on se rapproche de ses clients pour co-créer ensemble. Et je voulais prendre une autre illustration. Quand on décide, nous, d'investir en France, c'est le troisième axe, c'est évidemment on va chercher là où sont les talents. Donc c'est le troisième point clé. Et aujourd'hui, la France regorge de talents. C'est pour ça qu'un groupe japonais comme Fujitsu décide, par son excellence mathématique, par la French Tech, de se développer ici. J'étais il y a 15 jours à Versailles au sommet de Choose France, donc avec le président de notre groupe. Et finalement, c'est 150 CEO mondiaux, des speed dating toute la journée avec le gouvernement qui est à pied d'œuvre. Et c'est l'occasion non seulement de faire de la co-création, on était avec Satya Nadella de Microsoft, et on décide ensemble à ce moment-là d'accélérer la migration vers le cloud de nos clients communs. Mais également, c'est l'attractivité qu'on voit de la France avec ces réformes qui se mettent en œuvre, avec cette French Tech qui depuis 15 ans s'est développée et donc qui développe ses talents. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être fier et conscient de cette richesse des talents ici qui pousse des groupes comme Fujitsu, grand leader japonais, à investir ici. Donc je pense que cette logique de recherche des talents, je prends la France comme exemple, mais je pense qu'elle est clé aussi pour les choix d'investissement aujourd'hui dans les chaînes de valeur mondiales. Et alors, toujours pour ces chaînes de valeur, l'autre impact, c'est sur les backbones au niveau global. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui est très importante pour la gestion de l'entreprise au niveau mondial. Voilà, ça c'est un autre phénomène. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des révolutions technologiques. J'ai parlé du cloud, l'intelligence artificielle, les supercalculateurs. Aujourd'hui, nous construisons les prochaines générations de supercalculateurs du Japon. Les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles qui prennent vie. Et toutes ces technologies, aujourd'hui, je pense, renforcent les chaînes de valeur mondiales. Ce que permet de faire le cloud aujourd'hui, qu'on soit en mode d'infrastructure ou en mode de software as a service, donc d'applicatif, permet quand même d'unifier à travers tous les pays les systèmes dont bénéficient les différentes filiales, les différentes usines à travers le monde. Avant, on avait les ERP, les grands ERP, les grands systèmes qui permettaient d'harmoniser. Mais aujourd'hui, avec le cloud et le SaaS, en fait, toutes les couches applicatives de l'entreprise peuvent être à ce moment-là partagées à travers le monde. Donc on a des backbones technologiques, applicatifs, qui relient finalement toute la chaîne de valeur de l'entreprise et qui contribuent à stabiliser et à créer, je pense, et on le voit avec nos clients, qu'on accompagne des backbones technologiques. De la même manière, aujourd'hui, les grandes entreprises font appel à nous, mais à d'autres partenaires, pour créer des helpdesk mondiaux. Donc que tous les salariés dans le monde puissent avoir des plateformes pour les supporter. J'échangeais à midi avec un grand groupe pétrolier présent en Afrique qui me disait qu'ils ont aujourd'hui construit un guichet unique aujourd'hui pour accompagner tous leurs salariés à travers les pays. Donc ces backbones technologiques, qu'ils soient cloud, software as a service, qu'ils soient de type helpdesk, donc support informatique, qu'ils soient partage de données, aujourd'hui partage, le file sharing, donc d'avoir des outils pour partager les données à travers les pays. Donc tout ça constitue des backbones réellement technologiques, applicatifs, de données, de services qui permettent de stabiliser ces chaînes de valeur mondiales. Avec donc une donnée importante et impérative, c'est la protection des données justement. Comment vous faites? Parce que c'est l'enjeu. Alors ça, vous avez raison. Je pensais à un autre axe. On a parlé des droits de douane avec PSA. Je pense que
les politiques de données, il y a deux grands axes. Il y a évidemment USA et Chine, qui sont avec leur réglementation autour de la donnée privée. Et puis il y a l'Europe qui a bâti la RGPD aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant, le Japon a aussi le même système, donc un système assez, très similaire de protection de la donnée privée. Et donc aujourd'hui, je pense, dans les choix d'investissement, évidemment, la donnée est au cœur des stratégies d'entreprise. Toutes les entreprises veulent être aujourd'hui des tech companies. On veut être une beauty tech company, on veut être une oil and gas tech company, une pharma tech company. Donc la data est partout. Et donc, à ce moment-là, la protection des données devient importante. Et je vois avec nos clients qu'ils font de plus en plus attention à savoir où est-ce qu'ils vont localiser les données, sous quelle réglementation. Et donc là, il y a des vrais choix de stratégie d'entreprise. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle aux États-Unis, en Chine, un petit peu en Europe, parce que c'est un projet important pour l'actuel gouvernement. Le Japon est où dans la course à l'intelligence artificielle? Vous vous situez où au niveau des cerveaux, au niveau de la recherche, des investissements, au niveau de toutes les entreprises, pas seulement Fujitsu? Alors, évidemment, comme tous les grands pays industrialisés, le Japon a aussi lancé, il y a une quinzaine d'années, un plan très fort autour de l'intelligence artificielle. Donc là, on a construit les précédentes générations de supercalculateurs. On va construire la prochaine. Je voyais, il y a 2 jours, est sorti aussi le classement de tous justement les brevets. On regarde quels sont les leaders en production de brevets sur l'intelligence artificielle. Donc, vous retrouvez un certain nombre de groupes japonais dans les premiers. Fujitsu est le 6e aujourd'hui. Et donc, il y a de réels investissements. On sait bien que sous tous ces services qu'on développe aujourd'hui, on parlait de la voiture autonome, il y a de l'intelligence artificielle. Mais dans tous les services que, je pense, toutes les entreprises autour de moi... Mais le Japon est au niveau de l'Europe ou derrière la Chine, derrière les États-Unis, vous êtes... Aujourd'hui, je pense que les États-Unis ont pris une forme de leadership, la Chine suit, et je pense que le Japon est proche de l'Europe aujourd'hui en termes d'investissement sur l'intelligence artificielle. Merci. Alors prenons un peu de hauteur avec vous, professeur. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Université de Saint-Gall en Suisse. Alors, globalement, est-ce que les chaînes de valeur renforcent ou est-ce qu'elles perturbent finalement la situation? Quelle est votre analyse? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on arrive à gérer cette révolution? Et est-ce que les entreprises sont capables de faire face et de se transformer pour s'adapter au changement? We see with many companies a strong shift towards localization strategies. We've heard different reasons for this. Sometimes it's to be close to customers to co-invent. Other times it is fears of trade barriers or other matters. So this trend, I think, has been going for perhaps 5 to 10 years, much before the trade wars were ever discussed. We see this, I think one indicator of this is that the growth in intermediate parts and components trade has been much slower than world GDP growth for about 5 or 6 years. So something has changed. Firms are finding it much more advantageous to be closer to their customers. But as our colleague here highlighted, there are some functions which are still worth doing globally because scale matters. And I think firms have become much more sophisticated at deciding which functions need to be done close to customers and which ones can be done globally or regionally. And I think that is the sophisticated change in business models that we're observing over time. Policy matters there, but it's not the only thing that matters. So some of the arguments we've heard here are entirely commercial, good commercial reasons why a firm would like to be close to its customers. Et quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus à risque face à ces bouleversements? Well, let's put it this way. Where do we see or hear of changes? We hear of substantial changes, I think, in many parts of manufacturing which involve serious design components. We've had 2 sectors here which we talked about. We've seen changes in things like even as mundane as locomotive production for railways, which has become much more localized as well, because there many of the customers are state buyers and they're insisting on local production. I think we will also see substantial changes in the IT sector, IT parts and components, especially if there's any national security dimension to this. I think you've seen the treatment of Huawei in the last few months from the United States. This is a strong signal that this sector is going to be one which will probably no longer be globalized, but will fragment between blocks, an American bloc and a bloc of neutral countries or a bloc aligned with China. So I think the dynamics are different in different sectors, but the key drivers are
Does proximity to customers pay? Are there trade distortions which are altering corporate strategies? And fundamentally, is geopolitics and national security at work in a particular sector? These are the three things to track if you want to look at this sector by sector. Et alors, vous parlez justement de sécurité nationale. En termes d'intelligence artificielle, on voit qu'il y a une vraie compétition entre l'Amérique et la Chine, avec l'Europe, le Japon. Ce n'est pas simplement une compétition technologique, c'est aussi une véritable, presque une guerre stratégique. C'est la nouvelle... c'est le nouveau comment dire, segment de compétition entre les grandes puissances. C'est là où se joue l'avenir de la planète. We have, I think, for the first time in perhaps 30 years, a country which is coming close, or at least to challenging the American technological supremacy. There was, of course, the rise of Japan that failed after their financial crisis, but China is of a very different order. It is much larger, it has many more resources as a result, and it is much more determined, I think, to overtake the United States than the Japanese ever were. And I think this geopolitical tension plays out in many ways. One of them will be in the race for AI and for associated technologies. Let's take something as mundane as a driverless car. If I may, a driverless car may sound like a very safe thing to you, but if it's full of explosives and it's controlled by a security service in a foreign country, is the United States going to let that car go on its streets? I don't think so. So I think there are going to be some sectors of the global economy where I'm afraid the AI and the IT components are going to make them essentially national. We will not see as much global trade in those sectors except between countries which are strong national security allies. Et donc la protection des données, on y revient, c'est un des points les plus importants. Est-ce que, donc sur le data, sur la protection des données, on voit que les grands groupes comme Facebook ou autres sont en train de revoir toute leur politique. Est-ce que vous avez le sentiment que les États, les sociétés vont pouvoir être capables de réguler et de protéger les citoyens et les entreprises d'ailleurs contre le piratage des données ou pas? Ou est-ce qu'on est dans un moment vraiment d'incertitude? Est-ce qu'on est à la croisée des chemins en la matière? I think perhaps the most telling point to make here is that whenever you hear someone talk about data security, it just creates a race between the hackers and the people fighting against hacking. And I think there's so long as data is valuable, but whether it's commercially valuable or valuable to individuals, there will be an incentive for some to hack. And governments can put in place as many obligations as they like on firms, but that is not going to fundamentally shift the balance away from the hackers. The hackers have a serious advantage, and they regard this almost as a challenge to break in and steal our data. So I do think this is actually a very serious problem. I'm afraid, I know we are in France and everyone likes regulations in France, but I do not necessarily see this as being going to be necessarily part of the solution. We're going to have to find clever ways at the corporate level and government levels to make sure that data is protected against hackers. And this is an arms race between the hackers and the rest of us. Alors dans l'industrie automobile par exemple, vous avez dit nous sommes la voiture finalement la plus digitale qui existe au monde. Comment vous faites? Comment on fait pour que le conducteur qui est au volant de sa DS Crossback ne soit pas piraté par un centre lointain qui lui indique finalement de tourner à gauche ou de tourner à droite ou qui enregistre tous ses déplacements? Quels sont les moyens que vous avez pour assurer la protection des données de vos clients? Alors on fait beaucoup de choses parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental pour nos clients et qui est extrêmement alimenté par les nouveaux services aussi que nos clients attendent. Je vous donnerai l'exemple d'un service que nous venons de lancer en Chine, puisqu'en Chine on est basé à Shenzhen, donc quelque part un peu la Silicon Valley chinoise, et on essaye de capter d'ailleurs de l'innovation en provenance de Shenzhen. Et donc on vient de lancer en Chine sur DS7 Crossback un système qui fait que votre voiture va réguler la climatisation en fonction de la qualité de l'air ambiant qui vous entoure. Et donc quand la voiture va entrer dans une zone polluée, d'une certaine manière, elle va fermer les écoutilles. Et quand elle va en sortir, au contraire, elle va essayer de ventiler au maximum pour à ce moment-là renouveler l'air de la cabine. Donc tout ça, évidemment, c'est basé sur de la data, c'est basé sur de la communication entre la voiture et l'infrastructure. Et finalement, nos clients aujourd'hui attendent de plus en plus de services connectés autour de la voiture.
sur DS3 Crossback que nous lançons en avril, là, dans quelques semaines, vous pourrez utiliser la voiture sans la clé avec votre smartphone. Donc vous pourrez déverrouiller la voiture avec le smartphone, la démarrer avec le smartphone. Je pourrais vous prêter ma voiture simplement en vous envoyant l'équivalent d'un email. Mais on pourra vous la voler aussi avec un smartphone. Alors, exactement, c'est exactement là qu'on arrive. Donc je pourrais vous déléguer l'usage avec un smartphone en vous envoyant le droit de le faire. Et donc évidemment, on devient vulnérable à tout. Et donc comment vous faites? Vous avez un service spécialisé? Absolument. Donc on développe en fait de la sécurisation de l'ensemble et on le fait, je dirais, de manière très sélective en fonction des fonctions de la voiture. Donc aujourd'hui, une voiture qui roule, une de nos voitures qui roule, ne peut pas voir ses systèmes, on va dire, de traction, donc la direction, bien sûr, pour pouvoir tourner le volant, ou les motorisations, influencées par l'extérieur pour des raisons physiques à l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire qu'on n'autorise pas aujourd'hui la communication entre les calculateurs moteurs et le monde extérieur. On le fait en revanche pour tout ce qui est l'infotainment à bord, et on est en train de développer une nouvelle génération de gateway. Et quand on aura cette nouvelle génération de gateway, alors on commencera à autoriser... Donc il n'y a pas de prise de contrôle possible de l'extérieur? Physiquement, il n'y a pas de prise de contrôle possible sur la chaîne de traction, c'est-à-dire sur le moteur, la direction ou la boîte de vitesse. Vous ne pouvez pas le faire sans entrer en contact avec la voiture. En revanche, vous pouvez, et dans l'exemple que j'évoquais tout à l'heure avec le smartphone, vous devez être local. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déverrouiller la voiture en disant à la voiture « déverrouille-toi ». Vous devez avoir votre smartphone posé en contact avec la voiture, il doit y avoir un contact physique. Ce qui limite déjà beaucoup les choses, mais on est en train de mettre en place en fait un système de monitoring de toutes les actions qui sont faites avec nos voitures de façon à détecter des comportements suspects, des intrusions. Et donc on est vraiment dans la course que vous citiez tout à l'heure, où d'un côté on amène du service, on amène de la connectivité, de l'autre, évidemment, il y a des hackers qui cherchent à s'introduire dans les systèmes. Et donc, on a cette course permanente entre les deux mondes. Vous parlez des batteries, c'est une question fondamentale. On a même vu que Tesla avait dû ouvrir des usines pour essayer de répondre à la demande. Vous disiez aussi que la Chine avait produit énormément de batteries. Donc, vous ne pouvez pas vous approvisionner en Europe suffisamment pour vos futures voitures? C'est le problème que vous avez? Ou est-ce qu'on est dans une phase où finalement, en construisant plus de voitures, les constructeurs de batteries vous rejoignent? Où en est-on? Et est-ce que vous pourriez utiliser les batteries chinoises ou pas? Alors, on utilise les batteries chinoises d'ailleurs en Chine, parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez homologuer une voiture électrique ou hybride, lourdement hybridée en Chine, en fait, il vous faut une batterie chinoise. Et donc, évidemment, une fois que vous avez fait vos développements automobiles avec des batteries chinoises. Aujourd'hui, on développe des modèles mondiaux. Moi, tous mes modèles sont mondiaux. Je ne fais pas de modèle pour l'Europe et de modèle pour la Chine. Je fais un modèle automobile pour le monde. Donc, une fois que vous avez fait un développement qui utilise une batterie chinoise, la tentation est forte de dire, finalement, je ne vais pas faire un deuxième développement avec une batterie que je vais acheter ailleurs dans le monde. Et donc, je vais m'approvisionner en Chine pour faire fonctionner ma voiture électrique ou ma voiture hybride ici en Europe. Et je pense que ça, c'est un risque et que nous devons assurer collectivement une forme d'autonomie de l'Europe dans ce domaine. Parce que imaginez demain matin ce qui pourrait se passer si... Et alors, ça se fait ou pas? Alors, je pense qu'il y a des ententes entre constructeurs ou entre industriels pour produire une industrie de la batterie européenne, si j'ose dire. On a vu les tentatives de Bolloré, notamment. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on est je dirais, au b.a.-ba de ça. Et il faut que ça se développe. Et ça va se développer de plusieurs manières. D'abord, je crois que Patrick Pouyanné était là ce matin. Total a racheté Saft. L'année dernière, c'est quelque chose que vous avez dû voir. Donc on voit bien que les énergéticiens s'intéressent au domaine de la batterie. Et j'espère que Total va développer le business de Saft. C'est quelque chose qui serait intéressant, je pense, pour de nombreux acteurs, pas seulement, bien sûr, l'automobile. Je pense aussi que peut-être on verra un certain nombre d'acteurs non européens venir investir des usines de batterie sur le sol européen. Il y a un certain nombre d'acteurs chinois qui évoquaient d'investissements en Allemagne. Donc cette industrie de la batterie en Europe, elle va se structurer. Mais c'est absolument fondamental qu'elle se structure et qu'elle se structure vite, parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne s'est votée des réductions de CO2 qui sont extrêmement drastiques et qui vont en fait forcer la transition vers l'électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, on doit respecter un seuil d'émission de 95 grammes de CO2 au 100 km et on va devoir diviser ça par 2.
Aujourd'hui, le meilleur moteur thermique est probablement aux alentours de entre 75 et 80 grammes. Donc, pour passer à 50 grammes par kilomètre, il va bien falloir électrifier. Et donc, on va avoir un développement très important de l'hybride et du pur électrique, tout simplement pour respecter la réglementation européenne. Et donc, on va avoir besoin de ces batteries. C'est fondamental pour l'industrie. Très bien. Je reviens aux guerres commerciales que vous évoquiez. Vous avez dit quel serait le coût d'une guerre commerciale. Mais quand on voit ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une phase d'escarmouche permanente, tic-tac, tic-tac, mais qu'on n'est pas dans une vraie guerre. Parce que la vraie guerre serait pénalisante pour les deux pays. Vous, quelle est votre analyse? Vous pensez qu'on peut arriver à un stade où effectivement il y aura une véritable guerre commerciale, ou bien est-ce qu'elle est impossible compte tenu des imbrications des deux économies et de la globalisation? Alors, peut-être deux forces s'annulent l'une l'autre. La première, c'est si on laisse un grand pays tout seul, sans multilatéralisme, alors il va avoir une tendance à mettre des droits de douane. Et en fait, parce que ça lui fait un gain en termes de pouvoir d'achat, il va pouvoir manipuler comme ça les termes de l'échange, c'est-à-dire les termes dans lesquels ses prix d'export par rapport à ses prix d'import. Et il va pouvoir, d'une certaine manière, presser le citron sur ses fournisseurs étrangers, parce que c'est un grand pays. Et donc c'est pour ça que le multilatéralisme, c'est avant tout une protection pour les petits pays, pour empêcher les grands pays justement de suivre leur tendance naturelle. Maintenant, on a un autre effet qui va exactement dans l'autre sens, c'est l'effet des chaînes de valeur précisément. Puisque dans les grands pays, il y a toutes sortes d'industries, y compris des industries très mondialisées, l'automobile, qui repose sur les chaînes de valeur internationales et qui voient d'un très mauvais œil, ce retour du protectionnisme. Donc, en fait, c'est de l'économie politique un peu compliquée, où ces deux forces se combattent l'une l'autre. Mais c'est sûr que si on laisse seulement la première force se déployer, alors on arrive à des droits de douane en dynamique et qui peuvent être absolument terrifiants. Heureusement, il y a des forces de rappel. Ces chaînes de valeur jouent comme des forces de rappel. On le voit aussi au Royaume-Uni aujourd'hui. Ces chaînes de valeur jouent une force de rappel, mais enfin, de rationalité par rapport parce que ces chaînes de valeur ne vont pas être complètement détricotées. Je vois bien, hein, il y a une tendance à revenir un peu plus près du client, le développement des services, l'imbrication du service et de l'objet manufacturé, qui est aussi le cas dans une industrie traditionnelle comme l'automobile. Donc on voit bien qu'on a cette tendance-là, mais je ne pense pas qu'on va revenir totalement à des chaînes de valeur entièrement nationales, ou alors, dans ce cas-là, il faut peut-être sérieusement revoir notre pouvoir d'achat. Et donc, guerre commerciale jusqu'au bout ou pas? Vous pensez que c'est impossible et qu'en fait, on va avoir comme ça des escarmouches, des moments de tension et puis ensuite des retours à la normale? Ou est-ce qu'on peut arriver un jour à une véritable guerre économique Chine-États-Unis? Je pense que c'est à Simon Olivedet qu'il faut poser cette question. On va lui poser aussi, mais, mais vous ne voulez pas vous engager, vous êtes trop prudent. Moi, si vous voulez, je vois plutôt, plutôt travailler sur l'interaction entre la guerre commerciale et la guerre monétaire. Oui. Et avec l'idée selon laquelle la guerre commerciale, la guerre monétaire peut prendre le pas sur la guerre commerciale ou vice-versa. On a une interaction entre les deux. Ben, on voit que les deux sont et que dans une période où les taux d'intérêt sont très bas, il n'y a pas grand-chose que les banques centrales peuvent faire pour manipuler leur monnaie. Et donc, on a une résurgence de la guerre commerciale, un peu comme un substitut d'une guerre des monnaies qu'on n'arrive pas à mener parce qu'on n'a plus d'outils monétaires. Et si l'inflation arrive, à ce moment-là, ça sera différent. On ira dans l'autre sens. Si l'inflation revient, si surtout les taux d'intérêt montent, à ce moment-là, on peut de nouveau avoir, ça a été théorisé, oui, on peut avoir de nouveau ça. Mais on a toujours une tendance, évidemment, qu'on a un choc mondial, chaque pays va vouloir avoir la monnaie la plus faible, et toutes les monnaies ne peuvent pas être faibles en même temps. Alors que le grand danger avec la politique, avec la guerre commerciale par rapport à la guerre monétaire, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est moins grave, parce que tous les pays n'arriveront pas à dévaluer leur monnaie. Hein. Si vous avez 100 monnaies dans le monde, toutes les 100 monnaies ne peuvent pas être faibles au même moment, alors que la guerre commerciale, vous pouvez avoir des droits de douane élevés partout dans le monde en même temps. Et là, c'est vraiment un jeu à somme ultra négative. Professeur Evnet, la même question, puisqu'on est ici pour essayer d'analyser les risques. Quelle est votre vision de pour l'instant, cette escarmouche américano-chinoise? Est-ce qu'on peut aller vers une véritable guerre commerciale ou est-ce qu'elle est impossible compte tenu de l'imbrication des deux économies? I would not say it's impossible at all. I think
The scenarios going forward are ones where we will either see the Chinese and Americans agree to a weak deal, which President Trump will probably renege when he goes into the presidential election. He'll either accept a weak deal, which I think is very unlikely. I think the Chinese doing a tough deal, which makes them reform a lot, is extremely unlikely. And no deal at all is still very, very plausible. Those are the four scenarios on the table. If we get no deal between the Chinese and the Americans, then I think the Americans will ratchet up tariffs on the remaining, or on the 200 million, which they have said they will hit, plus possibly on the remaining 267 million of Chinese exports. So I think the possibility for escalation is there. Then the really interesting question is whether this spreads to other countries. The principal mechanism is if China can't ship its exports to the US, do they divert them, say, to France and cause lots of competitive problems here? We have not seen any of that yet in the data, I must tell you, and my team has looked. But if you started seeing widespread behavior like this will cause other countries to raise their tariffs against China too, and this is how the mechanism can spread. What I'm describing here is purely a trade war. One could have the currency war on top, as has been mentioned, as well. But I think the key thing which plays out is the dynamics in the financial markets. The Bank of France and others have shown that if protectionism leads to higher risk premia in capital markets, then this in turn could slow down capex and investment spending and lead to a recession. So I think that's another mechanism which is there. We are not out of the woods yet between the Americans and the Chinese. I expect we will probably see a softer deal be done. It seems the Americans are almost desperate to do one. But ask yourself this question: can President Trump defend a soft deal during the presidential campaign next time? He will be under such pressure to renounce it. And I fear that is the key risk. What does that mean for people organizing supply chains? You may have 12 months of peace, but get ready for the next round. Yes, ok. Un mot de la Chine. Tout à l'heure, l'économiste de COFAS nous a présenté le trou d'air de l'économie chinoise. Est-ce que ça peut s'aggraver un peu plus? Déjà, il y a eu des prédictions de grasses crises monétaires en Chine, notamment dans l'immobilier, pour la dette des entreprises ou des régions. Quelle est votre vision des choses? Est-ce que c'est un simple trou d'air ou est-ce qu'on est dans une période de risque élevé pour l'économie chinoise? The Chinese government took a whole series of quite aggressive measures when the global financial crisis hit. At the time, quite frankly, we were grateful that they did this because their growth kept going on and this was good for our exporters. But the consequences of a lot of those policy decisions now are becoming clear in terms of house price bubbles and substantial overhang in many financial markets. The Chinese government's been committed to try and fix these for 2 or 3 years. And the last thing they wanted on top of this was a trade war. Okay? Yeah. I think, as some of the numbers have shown, they are making substantial progress. And looking forward, I mean, I think I would urge anyone to reflect on the record of the Chinese. They have done for 30 to 40 years a phenomenal job in terms of developing their economy and growing their economy quickly. They may not have used techniques that any of us would have liked or approved of, but their record is good. And would you bet against a country with a 40-year growth track record like this? I think that pushes you towards thinking that the Chinese are probably going to get this right, but it will be a much slower growing Chinese economy. There will be a lot of debts which will have to be written off. Someone is going to lose a lot of money. Whether they are French firms operating in China, we will see. But someone is going to lose a lot of money in China, and that's the thing to look out for. Vous pouvez être plus précis? Qui va perdre beaucoup d'argent? Well, think about when we've had such an enormous construction boom in China, which is overhanging. We have quite possibly some industries where there is excess capacity, where the levels of demand will not reach that, which makes the investments profitable. So I think these are the areas where I would look for losses. And then who bears those losses? Are those losses going to be borne by shareholders, or is the Chinese state going to absorb them, whether it's provincial government or the central government? And I think that's the key thing to look out for. And that also has important implications for social stability in China, because the population, many of whom are not used to having financial assets, if they see them wiped out, they might get very unhappy too. So I think the adjustment in China is underway. Quite frankly, the Chinese have done rather well.
under the circumstances. But they're not out of the forest yet. Merci beaucoup. Je reviens à Fujitsu et à la Chine. Vous faites beaucoup d'affaires en Chine ou est-ce que c'est un territoire difficile pour vous compte tenu des relations historiques ou est-ce que c'est un pays comme les autres pour vous? Et puis après, je vous parlerai des talents parce que vous avez dit l'un des gros problèmes, c'était les talents. Mais d'abord, la Chine pour Fujitsu. Donc la Chine est un marché que Fujitsu a développé il y a une vingtaine d'années, qui se développe, qui n'est pas un marché immense, mais avec lequel, malgré les tensions culturelles qu'il peut y avoir entre le Japon et la Chine, on arrive à développer du business. Et le président actuel depuis 3 ans de Fujitsu au niveau mondial est l'ancien patron de Fujitsu en Chine. Il était pendant 8 ans le patron de la Chine. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ces grands groupes japonais comme le nôtre qui se globalisent, justement, ont pris un patron qui avait managé à l'étranger, ce qui n'est pas toujours le cas des grands groupes japonais qui ont souvent des patrons insulaires, et donc ce qui permet d'avoir une très bonne vision globale, de parler anglais et d'accélérer la globalisation de Fujitsu dans le monde. Mais est-ce que vous êtes un grand partenaire asiatique? Est-ce que vous avez les mêmes difficultés que les entreprises occidentales en Chine qui se plaignent toujours des restrictions oui, il y a aussi les difficultés, il y a aussi le fait que face à nous, les clients, l'imbrication avec les structures étatiques est toujours compliquée à démêler, les tensions juridiques aussi, à chaque fois qu'on signe un contrat, de comprendre réellement quels sont les engagements, quelles sont les couvertures derrière. Donc je sais, pour avoir échangé avec mes amis juristes qui exercent en Chine, la complexité que ça peut générer. Très bien. Et alors, tout à l'heure, vous avez mentionné la question des talents. Oui. Les bouleversements sont tels que l'une de vos préoccupations majeures, c'est la recherche de talents. Expliquez-nous le problème et comment faites-vous pour le résoudre? Alors, je pense que les talents, c'est le facteur humain au global. Je pense que le facteur humain, on a parlé de beaucoup d'automatisation, d'IA, et forcément, ça veut dire que les arbitrages en termes de coûts de main-d'œuvre sont moins importants. On automatise de plus en plus, et je regardais dans la même étude que je citais tout à l'heure, cette semaine, que 18% des échanges commerciaux sont maintenant liés à des arbitrages de coûts de main-d'œuvre seulement. Donc la part d'arbitrer, est-ce que je vais là ou là parce que réellement le coût humain est plus faible, a de moins en moins d'importance. Et de l'autre côté, on a justement dans ces chaînes de valeur l'importance des talents, donc à forte valeur ajoutée. Et donc là, on va rechercher évidemment à l'échelle mondiale les meilleurs bassins d'emploi. Donc il faut les attirer, il faut les retenir, et c'est un combat. Je pense qu'il y a une vraie guerre des talents aujourd'hui qui s'exerce. Et moi, je l'ai vécu, c'est intéressant, quand le groupe a décidé d'investir en France, donc l'investissement de 50 millions et le centre sur l'IA à Saclay. Réellement, on a le monde entier. Quand on est à Tokyo, on peut investir. Il y a des écosystèmes technologiques, de start-up, passionnants au Vietnam, en Indonésie, au Canada. Et donc, réellement, ils ont recherché quels étaient les niveaux d'excellence qu'on avait. Et donc, c'est là que l'excellence de la recherche française, l'excellence mathématique française, de regarder si on a des équipes réellement de niveau mondial qui ont compté le plus. Et je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font ces arbitrages, de se rapprocher non seulement de leurs clients, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi des bassins de talents, des bassins, et les talents, ça veut dire tout un écosystème en fait, de recherche, d'éducation, qu'il faut aller consolider. Et on a la chance aujourd'hui en France d'avoir accéléré sur cette dimension, non seulement sur la recherche académique, mais aussi sur les écosystèmes d'innovation et de French Tech, et qui nous sont enviés. Sachons en profiter. Et les gilets jaunes, ça fait peur aux Japonais? On leur a expliqué que la France était un pays qui se réformait et que, évidemment, il fallait embarquer tout le monde dans le train. Et je pense qu'ils le comprennent. C'est aussi un facteur de risque, donc l'imprévisibilité de la société française. Vous ne l'avez pas intégré jusqu'à présent, enfin jusqu'au mois de novembre dernier. Ça change tout, ça chamboule tout, ça bouge, comme disait ce matin le président de Total. Ben oui, je suis assez d'accord sur le fait que la réforme, c'est un coût fixe. Je pense que toute entreprise peut comprendre ça. Et donc, il y a un coût social qui, j'espère, va être absorbé. Mais effectivement, ça remue la société. Je voulais revenir peut-être un instant sur la Chine, parce que c'est un point très important. Ça ne surprend aucun économiste que la Chine ralentisse, mais franchement, aucun. Ça fait 10 ans qu'on fait des projections sur l'économie chinoise, et on voit qu'inéluctablement, la croissance chinoise doit ralentir. La démographie est quand même assez catastrophique en Chine. Le capital s'est accumulé avec un taux d'épargne, mais monstrueusement élevé. Donc, à un moment donné, le ralentissement a été masqué par le caractère extraverti du développement chinois, comme l'Allemagne d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça se retourne, puisque évidemment, c'est le commerce qui ralentit, et donc ce sont les pays les plus ouverts
qui sont les plus vulnérables, enfin pas ouverts, mais les plus dépendants de la croissance mondiale et qui n'ont pas assez de ressorts en interne. Et donc la consommation historiquement, n'a pas été un gros moteur de la croissance chinoise. Ce serait une bonne nouvelle s'il le devenait. Et la productivité peut faire beaucoup avec la technologie, le montée en gamme de la technologie, mais ne peut pas écraser complètement les phénomènes de fond qui sont le ralentissement de l'accumulation de capital et puis une croissance du facteur travail qui est faible, avec un pays qui est gros, donc il ne peut pas vraiment compenser par de l'immigration. Voilà, et j'en profite pour peut-être, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici qui font des projections, business model, de faire très très attention de jamais faire des extrapolations linéaires. Parce que là, on est typiquement sur un pays qui est énorme, et donc qu'on passe de 8, puis 7, puis 6% de croissance, ça a un impact évidemment énorme, et c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Merci beaucoup. C'est une très bonne conclusion, mais je donnerai quand même à Jérôme D'info le dernier mot. Pour vous, 2019, ça s'annonce comment? À la fois au niveau français et au niveau global, puisque on cherche à savoir comment les entreprises réagissent aux transformations. Pour vous, 2019? Alors, nous, DS, on est dans un cas un peu particulier, parce qu'on est, comme je le disais, on est un peu une start-up de l'automobile. Donc pour nous, 2019, c'est vraiment une année de croissance, c'est une année de développement international, c'est l'année où on va lancer notre deuxième voiture de nouvelle génération. Donc de cette manière, on va doubler notre gamme, on va passer d'une voiture de nouvelle génération à 2 voitures de nouvelle génération, vous voyez. Donc on va continuer à ouvrir, je pense, 200 points de vente dans l'année 2019. Donc on va continuer sur un rythme très élevé, de 3 à 4 points de vente par semaine. Et donc 2019, donc c'est cette progression n'est pas remise en cause par les bouleversements, les turbulences? Non, à ce stade, aucune remise en cause sur nos plans. On continue à développer la marque avec des lancements produits, une nouvelle voiture par an et une ouverture de réseau. Mais par contre, on le fait, très intéressant, en fait, sur ce réseau, on le fait, si vous voulez, à un niveau d'investissement que j'évoquais tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec ce qui a pu être fait dans les années 90 dans l'automobile. Quand vous ouvrez un showroom de 250 mètres carrés, digitalisé avec de la réalité virtuelle pour configurer votre voiture en réalité virtuelle, vous exposez 3 à 4 voitures dans le showroom et le reste, vous le traitez en digital. Vous n'êtes pas sur des niveaux d'investissement, de développement d'un réseau qui sont les cathédrales que les Mercedes, les BMW et les Audi ont pu construire dans les années 90. Vous avez des milliers de mètres carrés pour une concession. Et donc finalement, je pense que cette mondialisation aujourd'hui, elle se fait sur un niveau d'efficience du capital engagé qui n'a rien à voir avec ce qui a pu être fait dans les 20 dernières années. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le voit. Très intéressant, très utile. Merci à tous nos panélistes. Je vous demande de les applaudir.